Bienvenue dans Chronique d'Afrique, l'émission où les récits tragiques et surnaturels se mêlent pour dévoiler les réalités les plus insoupçonnées de notre continent. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Gawa, ville du sud-ouest du Burkina Faso, pour découvrir l'histoire de Vanessa, une jeune épouse de 30 ans et son mari Henri, 35 ans. Voici l'histoire. Dans leur maison ordinaire, la vie semblait suivre son cours, rythmée par les tâches quotidiennes et l'éducation de leurs 3 enfants. Mais derrière l'apparente routine, Vanessa ressentait un vide, une frustration négligée par un mari devenu distant. Une nuit, un geste impulsif dans un snack bar, un acte d'infidélité motivé par l'appât du gain, a brutalement fait basculer son destin. Dans les ténèbres d'un écart qui paraissait sans conséquence, un serpent surgit, un serpent mortel, lié à son propre corps et fauchant ceux qui s'approchent trop d'elle. Est-ce un châtiment divin pour une trahison conjugale? Un sortilège réveillé par l'avidité d'un homme riche ou le simple fruit d'une terrifiante coïncidence? Alors que Vanessa pleure son mari et que des soupçons de sorcellerie grandissent au sein de la communauté, un marabout va tenter de percer ce mystère. Une seule certitude se dégage: chaque homme qui s'unit à Vanessa est frappé par une morsure fatale. Préparez-vous donc à suivre le serpent du déshonneur, où la culpabilité, le surnaturel et la foi se heurtent dans un récit aussi effrayant que fascinant. Encore une histoire de Chronique d'Afrique qui nous rappelle que parfois, un simple pas de côté suffit pour réveiller des forces bien au-delà de notre compréhension. Bonne écoute à tous et à toutes. Vanessa, 30 ans, menait une vie en apparence ordinaire à Gawa, une ville située dans le sud-ouest du Burkina Faso. Mariée depuis quelques années à Henri, 35 ans, elle était mère de 3 enfants. Sa routine quotidienne n'avait rien d'extraordinaire. Le matin, elle préparait ses enfants avant l'école, veillait à ce que son mari ne manquait de rien, puis se consacrait aux tâches de la maison. Le soir, elle racontait des histoires aux petits avant de les coucher. Ensuite, parfois, elle regardait la télévision avec Henri ou vaquait à ses propres occupations. Henri avait un travail stable, assez rémunérateur pour subvenir aux besoins de la famille. À première vue, tout semblait aller pour le mieux. Pourtant, depuis quelque temps, Vanessa se sentait délaissée. Elle ne trouvait plus chez Henri l'attention et l'affection qui l'avaient séduite autrefois. Certes, il payait les factures et rentrait la plupart du temps avec de quoi faire vivre le foyer, mais il ne manifestait plus le moindre désir de passer du temps avec elle ou de partager de vrais moments de complicité. Les enfants l'accaparaient à peine et il semblait passer plus de temps avec ses amis qu'avec sa propre femme. À maintes reprises, Vanessa avait essayé de lui parler, de lui dire qu'elle se sentait négligée. Henri, n'y voyant pas de problème réel, la rassurait d'un mot ou d'un geste évasif sans rien changer à ses habitudes. Un samedi, Henri a eu une idée inattendue. Il proposa à Vanessa de sortir en boîte de nuit pour se détendre et changer d'air. Vanessa fut d'abord surprise. Depuis leur mariage, ils n'étaient pas sortis ensemble sauf pour des célébrations familiales ou religieuses. Elle ne se rappelait pas avoir mis les pieds dans une discothèque depuis des années. Malgré tout, elle accueillit la proposition avec curiosité. Après tout, peut-être est-ce l'occasion de raviver la flamme. Peut-être que cette soirée leur ferait du bien, loin des corvées et du train-train quotidien. Ce samedi-là, après avoir confié les enfants à sa belle-sœur, Vanessa suivit Henri dans un snack-bar discothèque réputé de Gawa. La musique battait son plein et la piste de danse était bondée. L'ambiance faite de lumière colorée et de basses puissantes bousculait le sens de Vanessa qui, un peu intimidée, s'installa aux côtés de Henri. Il commanda aussitôt des bières, s'asseyant pour boire, tandis que Vanessa hésitait entre une envie de danser et la gêne d'être dans un lieu si agité. Au bout de quelques minutes, un homme imposant s'approcha de leur table. Ses vêtements de marque, son parfum capiteux et son air sûr de lui trahissaient une certaine aisance financière. Il se pencha vers Henri, serrant légèrement sa main, puis s'adressant à Vanessa, lui demanda poliment s'il pouvait l'inviter à danser. Voyant qu'Henri, déjà absorbé par ses biais, ne réagissait pas vraiment, Vanessa accepta. Après tout, il ne s'agissait que d'une danse, se dit-elle, pour se rassurer.
Sur la piste, au milieu des lumières stroboscopiques, Vanessa se laisse emporter par le rythme entraînant de la musique. L'homme l'a guidée avec assurance. Elle n'avait pas connu cette sensation de liberté depuis longtemps. Déroutée mais flattée, elle profita de l'instant, se sentant femme, sentant son cœur battre un peu plus fort. Peu à peu, l'homme se rapprocha, collant ses lèvres près de son oreille pour lui souffler entre deux basses. Je veux passer la nuit avec toi, je te payerai ce que tu veux. Le ton n'avait rien d'odieux, plutôt celui d'une proposition assortie d'un sourire confiant. D'abord, Vanessa demeura incrédule. Quoi? Il lui proposait de coucher avec elle, là, maintenant pour de l'argent. L'idée la scandalise. Mais dans le même temps, elle repensa à son mari, à son désintérêt, à leurs finances parfois serrées. Elle se sentait blessée par le manque d'égard d'Henri, frustrée de ne plus rien partager d'intime avec lui depuis des mois. Et cet inconnu, sûr de son pouvoir de séduction, lui offre une grosse somme d'argent pour répondre à un désir fugace. Était si fou d'y songer. La colère refoulée envers Henri, la tentation de posséder un peu plus d'argent, le charme interrompre de la situation. Tout se combina pour faire vaciller les défenses de Vanessa. Elle jeta un regard à Henri, toujours avachi sur sa chaise, la bière en main, ne se souciant même pas de ce qu'elle faisait. Elle se dit, après tout, c'est un moment d'évasion, de revanche peut-être. Alors, cédant à une impulsion qu'elle ne put réprimer, elle murmura à l'homme que c'était d'accord. Il s'éclipsait discrètement vers les toilettes du snack bar, à l'abri des regards. Le cœur tambourinant dans sa poitrine, Vanessa s'engagea dans un acte qu'elle n'aurait jamais cru possible. Tromper Henri, dans un endroit aussi insolite pour une somme d'argent. L'instant fut à la fois excitant et oppressant, empreinte d'une audace qu'elle ne se connaît pas. Une fois l'affaire expédiée, l'homme lui remet effectivement une liasse de billets, puis s'en alla sans un mot de plus, la laissant seule tremblante. De retour auprès d'Henri, Vanessa se force de sourire, comme si de rien n'était. Pourtant, elle se sentait nauséeuse, minée par la honte, mais aussi étrangement libérée d'une frustration. Quelques instants plus tard, Henri remarqua son ennui. Percevant que quelque chose clochait, il proposa de rentrer. Elle acquiesça, soulagée de quitter ce lieu de péché. Rentrée à la maison, Vanessa s'empressa de se doucher longuement, espérant effacer toute trace de son acte. Henri, de son côté, voulait profiter de la nuit pour renouer charnellement avec sa femme, peut-être intrigué par l'éveil inattendu de cette soirée. Vanessa, malgré la culpabilité, se résigna. Peut-être le moment rendrait leur couple plus vivant. Mais dans la profondeur de la nuit, un événement terrible se produit. Au-delà de toute explication rationnelle, au cours des préliminaires, alors qu'Henri s'apprêtait à passer à l'acte, un serpent surgit du sexe de Vanessa pour mordre son mari. Une vision d'horreur irréelle. Sous le choc, elle se met à hurler, tandis qu'Henri, blessé, s'effondrait dans une douleur extrême. Dans la nuit, le serpent a surgi, une morsure, un cri, l'amour a trahi. Vanessa pleure, son secret l'étouffe, le poids du péché, l'ombre qui s'engouffre. À Gawa, la vie semblait si calme, Vanessa en rit, un couple sans drame, mais sous les apparences, le cœur se déchire. L'amour s'efface, la flamme expire, Henri s'éloigne, indifférent, absent. Vanessa se sent seule, son cœur se serre. Une soirée en boîte, un pas vers l'inconnu. Un inconnu lui murmure, viens, je t'attends. Dans la nuit, le serpent a surgi, une morsure, un cri. L'amour a trahi. Vanessa pleure, son secret l'étouffe, le poids du péché, l'ombre qui s'engouffre. Sur la piste, les lumières dansent, Vanessa succombe à la transe. L'homme lui propose l'argent en main, un moment d'oubli, un geste sans fin. Dans les toilettes, le pacte se scelle, le cœur lourd, mais l'esprit rebelle. Elle rentre chez elle, l'âme en lambeaux, le serpent se réveille, prêt au chaos.
Dans la nuit, le serpent a surgi, une morsure, un cri, l'amour a trahi. Vanessa pleure, son secret l'étouffe, le poids du péché, l'ombre qui s'engouffre. Henri s'approche, cherche à reconquérir, mais le serpent veille, prêt à punir. Dans l'intimité, l'horreur éclate, une morsure fatale, le destin se scelle. Dans la nuit, le serpent a surgi, une morsure, un cri, l'amour a trahi. Vanessa pleure, son secret l'étouffe, le poids du péché, l'ombre qui s'engouffre. À Gawa, le vent murmure encore l'histoire de Vanessa, d'amour et de remords. Le serpent veille, Son ombre éternelle, une leçon cruelle, une douleur mortelle. Boloji oye kunkambarani, Boloji oye kanuyani kunkambara tamashi. Le lendemain du drame, le soleil de Gawa se leva sur une maison en deuil. Henri, mordu en pleine nuit par le serpent surgissant du sexe de Vanessa, n'avait pas survécu à la blessure. Son décès avait été si brutal que personne ne trouva d'explication rationnelle. On évoqua une crise cardiaque, un possible empoisonnement, mais en réalité, Vanessa seule connaît la vérité. Et cette vérité la rongeait. Comment admettre qu'un animal aussi improbable ait pu se dissimuler dans son propre corps? Dans le quartier, la rumeur de la disparition d'Henri se propagea rapidement. Les voisins inquiets vinrent soutenir la veuve et ses 3 enfants. Les funérailles furent organisées dans la précipitation et Vanessa, bouleversée, devait encore accueillir la famille d'Henri, recevant des condoléances qu'elle avait peine à écouter. Elle était épuisée, tourmentée, incapable d'articuler la moindre explication. Les yeux rougis de larmes, elle répétait aux proches d'Henri qu'il était mort subitement, sans d'autres détails. On chuchotait en se questionnant, mais la mort brutale dans un lit conjugal n'est pas chose rare pour être totalement suspecte. Pourtant, Vanessa sentait la culpabilité la ronger. Elle se souvenait de la scène dans le snack bar, de l'infidélité consentie, de l'argent reçu et de ce serpent inattendu qui avait frappé Henri à l'instant même où il s'approchait d'elle. Était-ce une punition divine, une malédiction? Elle n'osait en parler à personne, de peur qu'on la traite de folle ou pire, qu'on l'accuse d'être une sorcière. Consciente que cette histoire dépassait tout entendement, elle préféra garder le silence. Une fois la période de deuil enclenchée, la maison fut plongée dans une atmosphère oppressante. Les tantes et les oncles d'Henri défilaient, apportant leur soutien ou au contraire sémant le trouble par des remarques inquisitrices. Certains questionnaient Vanessa sur les circonstances exactes du décès. Elle prétendait ne rien savoir, simplement qu'Henri avait fait un malaise au milieu de la nuit. Pour l'heure, personne ne la suspectait de quoi que ce soit, mais le regard de sa belle famille, parfois empreint de méfiance, la glaçait. Au fond d'elle, Vanessa était assaillie par des cauchemars. Chaque soir, elle revoyait le serpent bondi de son corps, la morsure fatale. Elle revoyait le visage d'Henri figé dans la douleur, la regardant avec horreur. Elle revivait aussi l'instant d'égarement dans les toilettes du snack bar, se demandant si ce moment d'adultère avait expérimenté une force maléfique. Le remords lui broyait le cœur et le sentiment de dégoût pour elle-même la quittait pas. Quelques semaines après l'enterrement, Vanessa tente de retrouver un semblant de normalité. Sa belle famille étant repartie, elle restait seule avec ses enfants, qu'elle devait nourrir et renforcer malgré la peine. Loin de se sentir libérée, elle traînait un fardeau qu'elle ne pouvait partager avec personne. Comme pour combler un vide ou peut-être par désespoir, elle se surprit à désirer à nouveau l'affection d'un homme. Cette pensée la terrifia, mais elle se disait qu'il lui fallait tourner la page et avancer. Un jour, un vieil ami de la famille venu aux funérailles revint la voir. Il apportait des dispositions et proposait de l'aider financièrement dans cette période difficile. Sans être particulièrement attirée par lui, elle apprécia son soutien. Peu à peu, ils échangeaient plus librement et une sorte de proximité s'installa.
À force de conversations et de moments partagés, l'idée qu'il puisse la séduire effleura l'esprit de Vanessa. Elle n'en était pas fière, mais elle était si désemparée. Finalement, dans un élan de faiblesse, il s'engageait dans une étreinte furtive, comme si Vanessa cherchait un moyen d'oublier la douleur. Sauf qu'au moment où cet homme commençait à la caresser, la même scène inouïe se reproduisit. Le serpent se manifeste à nouveau et il sortit de son sexe, mordit l'inconnu, puis disparut aussitôt. Horrifiée, Vanessa assista une seconde fois à un drame qu'elle ne comprenait pas. Dans la nuit qui suivit, cet homme périt également, victime d'une morsure mortelle et incompréhensible. Cette seconde mort, survenue si peu de temps après celle d'Henri, commença à susciter des rumeurs tenaces dans le quartier de Gawa. Comment 2 hommes ayant fréquenté la même femme pouvaient-ils mourir si brutalement? Les langues commençaient à se délier. On évoqua la malchance, la sorcellerie, l'impureté. Certains regardaient Vanessa avec effroi, chuchotant qu'elle devait être habitée par un démon. D'autres, plus compassionnels, estimaient qu'elle était la victime d'un sort ou d'un ensorcellement. Devant ce climat hostile, Vanessa songea à prendre la fuite, à quitter Gawa pour s'installer ailleurs. Mais elle avait ses enfants, sa maison et peu de ressources. Elle se retrancha alors dans une solitude quasi totale, ne sortant que pour les nécessités, croisant des visages méfiants. Elle passa ses journées à pleurer ou à prier, réclamant l'aide d'un Dieu silencieux. Chaque soir, elle craignait de voir surgir ce serpent si elle s'avisait d'éprouver le moindre désir. Persuadée qu'elle devait trouver une solution, elle se confia finalement à sa mère, qu'elle n'avait pas revue depuis le décès d'Henri. La mère, d'abord choquée par l'aveu de sa fille, l'écouta avec une terreur non dissimulée. Vanessa raconta tout, l'infidélité au snack bar, la première morsure d'Henri, la récidive avec ce deuxième homme et la mort subite qui s'ensuit. La mère, pétrifiée, la pressa de chercher de l'aide auprès d'un marabout ou d'un guérisseur, sans quoi tout homme qui s'approchera d'elle connaîtrait le même sort. La mère de Vanessa, convaincue qu'une force maléfique avait élu domicile dans le corps de sa fille, consulta un marabout réputé dans la région. Le vieil homme, habitué des récits de sorcellerie et de malédiction, écouta attentivement puis demanda à rencontrer Vanessa en personne. Celle-ci, rongée de honte, dut tout lui avouer, du moins dans les grandes lignes: l'adultère, l'argent, la mort de son mari, la récidive. Le marabout, après avoir fermé les yeux un long moment, murmura qu'un djinn du désir ou un serpent mystique s'était attaché à Vanessa le jour où elle avait couché avec l'homme riche dans les toilettes du snack bar. Peut-être cet homme avait-il passé un pacte avec un esprit, transférant la malédiction à Vanessa au moment de l'acte sexuel. Le marabout expliqua qu'il était désormais vital de réaliser un rituel complexe pour extraire le serpent de son corps, sans quoi tous les hommes qui tentaient de coucher avec elle mouraient. Cette explication, aussi surnaturelle qu'elle lui parut, était la seule piste que Vanessa détenait. Elle, qui ne s'intéressait guère aux croyances mystiques, se retrouvait confrontée à une force qu'elle ne pouvait nier. Les preuves étaient là. Henri et l'autre homme étaient morts dans des circonstances identiques et le serpent surgissait toujours de son sexe. Le serpent du désir, caché dans mon corps, une malédiction, un amour qui mord. Chaque étreinte devient une blessure, le poids du péché, une ombre obscure. À Gawa, la vie semblait si calme. Vanessa, Henri, un couple sans drame. Mais sous les apparences, le cœur se déchire. L'amour s'efface, la flamme expire. Une nuit, le serpent a surgi, une mort sur un cri. L'amour a trahi, Henri est parti, laissant derrière une femme brisée, une vie en prière. Le serpent du désir, caché dans mon corps, une malédiction, un amour qui mord. Chaque étreinte devient une blessure, le poids du péché, une ombre obscure. Un ami
ami s'approche, un geste tendre. Vanessa succombe, prête à se rendre. Mais le serpent veille, prêt à frapper. Une seconde mort, impossible à nier. Les rumeurs grandissent, les regards accusent. Vanessa s'isole, son cœur s'abuse. Elle cherche une issue, une lumière. Mais le serpent du désir la tient prisonnière. Le serpent du désir, caché dans mon corps. Une malédiction, un amour qui mord. Chaque étreinte devient une blessure. Le poids du péché, une ombre obscure. Le marabout parle, un rituel à faire pour chasser le démon, briser le mystère. Vanessa espère son âme en détresse, mais le serpent résiste, prêt à la prouesse. Le serpent du désir, caché dans mon corps. Une malédiction, un amour qui mord. Chaque étreinte devient une blessure. Le poids du péché, une ombre obscure. À Gawa, le vent murmure encore l'histoire de Vanessa, d'amour et de remords. Le serpent veille, son ombre éternelle, une leçon cruelle, une douleur mortelle. Boloti oye kanuya ni kunkambara tamasien. Les jours qui suivirent la visite du marabout à Gawa plongeaient Vanessa dans un étrange sentiment. Elle savait désormais qu'une force maléfique, un serpent mystique ou djinn du désir, selon les mots du marabout, s'était attaché à elle. Et tant qu'elle ne voudrait pas l'extraire de son corps, tout homme qui entrerait en relation charnelle avec elle mourrait. Déjà, Henri et un autre homme avaient péri des suites de la même morsure mortelle surgie de son corps. La terreur et la culpabilité la rongeaient, mais elle s'accrochait à l'espoir que le rituel annoncé pourrait la délivrer. Le marabout, après avoir consulté ses propres oracles, avait exigé certains éléments pour le rituel. Un coq noir, de la cendre de foyer familial et quelques objets personnels de Vanessa. Un foulard, un morceau de sa robe, un bijou qu'elle porterait souvent. Il précise que la cérémonie devait se dérouler hors de la ville, près d'un point d'eau au crépuscule, pour maximiser les chances de dissiper l'entité maléfique. Vanessa, soutenue par sa mère, se plia à toutes les exigences. Le vieux marabout explique que ce serpent n'était pas simplement un animal, mais une manifestation d'un pacte ou d'une malédiction liée à la transgression commise le soir de l'infidélité. Peut-être l'homme riche du snack bar avait-il activé un sortilège en couchant avec elle, ou peut-être était-ce un châtiment divin. Quoi qu'il en soit, son corps était devenu le vecteur d'un pouvoir funeste. Tout Gawa bruissait encore de rumeurs. La mort subite de deux hommes liés à Vanessa interpellait les esprits. Certains la soupçonnaient de sorcellerie. D'autres, plus compatissants, voyaient en elle une victime d'un tour maléfique. Vanessa, de son côté, ne se risquait plus à fréquenter qui que ce soit. Elle évitait même de serrer la main à un voisin de peur qu'on ne l'accuse davantage. Ses enfants lui manquaient, mais elle préférait qu'il reste un temps chez sa mère à l'abri du scandale et de l'angoisse. À la tombée du crépuscule, le marabout, Vanessa et sa mère se dirigeaient vers un petit fleuve aux abords de Gawa. L'endroit était désert. Des lueurs orangées du soleil couchant tentaient la surface de l'eau. Une atmosphère de mystère développait déjà la scène. Le marabout traçait des symboles sur le sol, utilisant de la cendre et le sang du coq qu'il venait de sacrifier. Vanessa, le cœur battant, attendait les instructions. Le vieux sage ordonna à la jeune femme de se débarrasser de tout objet métallique de s'agenouiller près de l'eau. Il plaça autour d'elle des feuilles de baobab censées attirer ou neutraliser l'entité maléfique. Puis, il prononça des incantations dans une langue obscure.
Le clapotis du fleuve se mêlait à sa voix étrange, créant ainsi une ambiance lourde, presque suffocante. Lève-toi ma fille, tiens cette calebasse, bois cette infusion, elle purifiera ton esprit. Si l'esprit du serpent est encore là, il sortira pour se manifester. Tu ne dois pas paniquer ni bouger. D'une main tremblante, Vanessa avala le mélange. Aussitôt, elle ressentit des vertiges, une chaleur qui se propageait en elle. Son regard se brouilla et elle entendit comme un sifflement intérieur, une plainte qui naissait dans son propre ventre. Le marabout continua ses incantations, aspergeant d'eau parfumée les symboles tracés. Au bout de quelques minutes, Vanessa fut prise de spasmes. Elle sentait une force la secouer de l'intérieur. Un cri lui échappa, un cri de terreur, autant que de douleur. Elle voulait fuir, mais le marabout et sa mère la retenaient, en la rassurant. Et il fallait aller jusqu'au bout. Dans une vision floue, elle crut distinguer l'ombre d'un serpent glissé autour d'elle, mais sans savoir s'il était réel ou purement spirituel. Lentement, elle sentit sa gorge se serrer, comme si l'air manquait. Puis une sensation de froid gagna son bas-ventre. Le marabout lance un dernier chant, plus strident comme un ordre de libération. Alors dans un hurlement que Vanessa poussa, quelque chose semble se détacher d'elle. Sur le sol près du feu, un reflet ondulant est apparu, semblant s'évaporer en un nuage sombre. Était-ce le serpent en train de fuir? Était-ce le mal qui quittait enfin son corps? Elle ne saurait le dire. Quand le chant s'interrompit, Vanessa s'effondra à nouveau, et surtout à genoux, allaitante. Sa mère se précipita, l'aidant à se relever. Le marabout en sueur récupéra ses instruments. Son visage grave indiquait qu'il venait de mener un combat complexe. Il s'approcha de la jeune femme. « Ma fille, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai senti l'esprit faiblir. Mais il te faudra des prières et des offrandes, car le pardon complet ne dépend pas que de moi. » Vanessa, en larmes, se sentait à la fois soulagée et encore engourdie de frayeur. Elle ne distinguait plus s'il s'agissait d'un triomphe définitif ou d'une simple étape. Le lendemain, le marabout a expliqué qu'il était impératif que Vanessa s'abstienne de toute relation charnelle pendant une période donnée, plusieurs semaines voire quelques mois. Et il voulait s'assurer que l'esprit ne réintégrera pas son corps. Si ce délai était respecté, s'il n'y avait plus de mort, alors on pourrait conclure que la malédiction était vaincue. La mère de Vanessa soutient cette recommandation, veillant à ce que sa fille ne cède pas à la tentation ni ne suscite l'intérêt d'un autre homme. Vanessa, fatiguée, accepta. Elle ne souhaitait de toute façon plus approcher personne. Les souvenirs de la mort d'Henri, de l'autre homme, la hantaient. Elle espérait juste retrouver une vie ordinaire, s'occuper de ses enfants, peut-être travailler à nouveau. Le marabout précise qu'il reviendra dans un mois pour vérifier les effets du rituel et accomplir éventuellement un deuxième sacrifice de purification si besoin. Dans le quartier, la rumeur du rituel parvint aux oreilles de certains curieux. Si quelques esprits moqueurs évirent que la superstition, d'autres estimaient que Vanessa n'avait pas d'autre choix que d'invoquer le surnaturel pour guérir des mâles surnaturels. On racontait qu'elle avait été ensorcelée lors de son escapade au snack bar, qu'elle avait contracté un sortilège du plaisir qui se transformait en mort pour quiconque la touchait. Ainsi s'achève le serpent du déshonneur, un récit où l'infidélité d'une nuit et l'appât du gain ont ouvert la porte à un mal inimaginable. Dans les rues de Gawa, on se souviendra de Vanessa, comme de cette jeune femme qui, par une impulsion fatale, s'est retrouvée marquée par un serpent mystique, condamnant à la mort tout homme s'unissant à elle. Certains ont parlé de malédiction ou de punition divine, d'autres ont évoqué un pacte secret passé avec des esprits vengeurs. Quelle que soit la vérité, Vanessa doit composer avec les conséquences tragiques de son acte. Pourra-t-elle réellement se libérer de ce serpent surgissant de son propre corps, ou vivra-t-elle à jamais avec la peur de provoquer un nouveau drame? Quoi qu'il en soit, son histoire reste un avertissement poignant, rappelant que la tentation d'un instant peut entraîner des conséquences défiant l'entendement. À Gawa,
La rumeur continue de se transmettre d'une génération à l'autre, nourrissant les croyances locales autour des forces surnaturelles et des châtiments qui frappent ceux qui transgressent des lois du mariage et de la morale. Le serpent du déshonneur s'achève, laissant chacun méditer sur la fragilité de la vie, l'homme du remords et l'immense poids d'une simple faute qui peut, dans l'univers mystique de l'Afrique, prendre des proportions inimaginables. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode hors du commun de Chroniques d'Afrique. Si vous avez aimé cette émission, retrouvez-la sur notre chaîne YouTube et sur nos différents réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Boloti oye kanuya ni kunkambara tamasien ye.